Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'héritage de Félix Houphouët-Boigny qui se consumait dans les flammes attisées par une rébellion qui se revendiqua indépendante. 19 septembre 2002, 19 septembre 2024. 22 ans plus tard, la nation se souviendra à jamais de cette déchirure qui avait fracturé la terre des Burnis en deux. Quelle leçon tirons-nous de cette page noire? Ce soir, la Côte d'Ivoire se souvient. Nous aurons à écouter au cours de cette émission la pensée des Ivoiriens sur les leçons à tirer de cette triste page de notre histoire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Grand Talk démarre maintenant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le 19 septembre 2024, 22 ans plus tard. Que retenir de cette histoire, de cette triste page de notre pays qui a vu des pères et des mères perdre leurs fils, des épouses perdre leurs époux, des femmes perdre leurs enfants, enfin bref, la Côte d'Ivoire meurtrie à pleurer. Aujourd'hui, nous allons essayer, autant que faire se peut, sur ce plateau, de tirer les leçons de cette histoire et surtout faire des recommandations à l'effet que cette histoire-là ne se répète plus. Élisée Boloubé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Merci beaucoup. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé. Daouda Koulibaly. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Marius Komoé, je commencerai avec vous ce soir. Lorsque nous parlons de 19 septembre 2002, 19 septembre 2024, une histoire triste. L'une des premières leçons à tirer de cette crise est laquelle selon vous? La guerre, pour nous, reste une chose laide. Pour nous, la crise de 2002, telle que vécue en tant qu'Ivoirien, a laissé un traumatisme dans l'esprit des uns et des autres. Ce qui veut dire que pour nous, aujourd'hui, la gouvernance d'un État ne devrait se faire qu'à travers, justement, des élections démocratiquement reconnues par tous, à laquelle, pour ne pas dire auquel, puisque je parlais des élections, des élections auxquelles auraient participé tous les candidats qui remplissent les conditions telles que éditées par le Code électoral. Les rébellions, la prise des armes pour l'accession au pouvoir ou pour évincer un régime quel qu'il soit, devraient être reléguées au rang de souillon. Très bien. En effet, la crise ivoirienne de 2002, loin d'avoir contribué à asseoir une quelconque démocratie, a plutôt alerdi le visage reluisant, oh combien appréciable et apprécié au niveau national et international de la communauté frère de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec ce que nous vivons, que c'est une histoire très loin derrière nous. Il revient à nos gouvernants de faire en sorte que nous ne redescendions plus dans cette situation. Et justement, nous parlions de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny qui, lors de cette crise, avait brûlé. Mais Dieu merci, nous en sommes sortis. Nous allons écouter maintenant, comme annoncé à l'entame de notre propos, quelques Ivoiriens qui ont donné leur avis sur ce qui s'est passé et surtout les leçons à tirer de cette histoire. On regarde. En septembre 2002, j'étais à Williams-Civil. Il faut dire que vous me voyez, Agban et Williams-Civil. Donc, ça nous a traumatisés même. Nous avons souffert depuis 2002, la crise de 2002 jusqu'à aujourd'hui, 22 ans. Nous avons souffert de ça. Donc nous voulons une paix, une véritable paix pour la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre, ce n'était pas vraiment agréable. Voilà, les enfants étaient traumatisés. Nous-mêmes, en tant que des grandes personnes, nous étions aussi traumatisés. Les vieillards aussi étaient traumatisés. Donc, ce n'est pas vraiment un bon souvenir. Voilà, donc parler de ça, ça nous fatigue la tête. On a traversé une mauvaise phase. Donc, ce que moi je peux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les jeunes regardent les politiciens.
Parce que les politiciens, ils ont de l'argent, ils se connaissent, ils s'amusent entre eux. Voilà. Le seul conseil que moi je peux donner, c'est que chacun ait un travail, voilà, pour lui-même sa propre vie. En 2002, j'étais à Bundoukou. Et puis ça a commencé. Donc nous, on était là. Jusqu'après, je suis venu à Abidjan. Moi, je vendais, je me promenais pour vendre. Donc quand je voyais les gens qui étaient couchés, le sang, tout et tout, vraiment, c'était un peu facile. La guerre n'est pas bon. On fait la guerre, on se tue seulement entre nous. Vraiment, nous, on ne veut plus la guerre, on veut la paix. On veut que cette année, ce qui va se passer 2025 là, pour que tout se passe bien, dans la paix et dans la santé. J'étais ici en 2002 et j'ai vu les jeunes gens qui ont pris l'assaut dans les rues. Je veux dire, c'est les gens qui les ont manipulés et on a vu beaucoup de morts. L'impact d'abord, c'est l'impact matériel, l'impact aussi psychologique. On a perdu beaucoup de choses, on a perdu des matériels à la maison, on s'est déplacé. Voilà, certains de nos familles sont tués et tout ça. La politique est bonne, mais c'est notre manière de faire la politique. C'est ça parfois qui dérange. Moi j'ai fui, donc je me suis réfugié quelque part là-bas. C'est après la guerre que je suis revenu. Vraiment, nous voulons la paix. Parce que s'il y a la paix dans un pays, tout le monde est libre. Tout le monde a la joie. Donc nous voulons la joie, nous voulons la paix. Et cette paix-là, nous voulons ça pour toujours. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais nous voulons ça pour toujours. C'est pas facile à oublier, mais ce que je peux dire, c'est le pardon. Rien que le pardon. Parce que le pardon guérit, le pardon libère, le pardon donne la joie. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose aussi dans mon cœur. Mais moi, avec le temps, j'ai oublié, aller là, j'ai oublié. Je suis libre. 2002, bon, heureusement, je n'ai pas perdu de choses. Mais j'étais chez moi, et puis bon, tout s'est passé. Je n'ai pas eu d'attaque, je suis sorti sain et sauf. Mais cette paix-là, je ne l'ai plus retrouvée. La seule chose que j'ai dû perdre, c'est la paix. C'est pourquoi je l'appelle de toutes mes forces. Voilà, que la paix advienne en Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens s'aiment comme des frères. Le mot-clé, c'est la paix, l'oubli, le pardon. Les mots-clés, paix, oubli, pardon. Voilà un peu comment est-ce que réagissent les Ivoiriens par rapport à ce souvenir de 2002, 19 septembre 2002. Et nous sommes aujourd'hui 19 septembre 2024. Il faut se souvenir, il faut se rappeler. Mais pour tirer les leçons et surtout ne plus jamais recommencer cela en Côte d'Ivoire. Daouda Coulibaly, j'aimerais avoir vos avis déjà sur la réaction de nos concitoyens et puis votre postulat. Je pense qu'après les propos de nos concitoyens sur la question, le dénominateur commun, c'est « nous voulons la paix ». C'est cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, après ce que nous avons vécu en 1999, en 2002, en 2004, en 2010, en 2011... Les dates s'enchaînent. Hein? Les dates s'enchaînent. C'est important de le rappeler. Quand on finit de faire dégrainer le chapelet des dates de ces violences, de ces morts, on se rend compte que la paix coûte très, 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 très cher. Christelle, je vous le dis, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien, c'est vrai que c'est un moment douloureux, mais il est important de mettre un peu de sourire dans tout ça. Chaque Ivoirien a sa part de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour parler comme le Premier ministre, morceau par morceau. Chacun a sa responsabilité, vous voulez dire? Non, ça part de l'histoire. Ça a raison. Celui qui l'estime, voici ce que j'ai subi, voici ce que j'ai subi. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Et donc, après 22 ans, qu'avons-nous gagné dans tout cela? Je pense que pour la plupart, aujourd'hui, chacun de nous est une victime de cette crise. À un moment donné de la vie, il faut pouvoir mettre un pas après l'autre et avancer. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de l'enfer. Il faut qu'on puisse tirer véritablement des leçons de tout ça. Et c'est pour cette raison que je me dis, ce qui est certain pour moi, je pense que les hommes politiques doivent prendre conscience. Quand je dis les hommes politiques, c'est tous les partis politiques confondus doivent prendre conscience que nous avons besoin de la paix. On n'a plus envie de revivre ça. Quand je vois des leaders du RHDP tenir des propos assez musclés à l'endroit de l'opposition,
quand je vois le PDCI, le PPACI, le GPS, le FPI tenir des discours guerriers à l'endroit du pouvoir. C'est comme si, quelque part, ils étaient en train d'allumer ce foyer-là. Qui était éteint. Qui n'est même pas éteint. Parce que, oui, ce n'est pas éteint, Christelle. Parce que la crise de 2002, toute cette date que je viens de dire en 2011, mais le tissu social en Côte d'Ivoire est fracturé. On essaie de recoller les morceaux. Donc, il ne faudrait pas qu'eux soient ceux-là même qui vont venir, en fait, souffler, attiser la flamme de la haine sur nous aujourd'hui. C'est pour dire aux uns et aux autres, prenez conscience. Et chaque fois, j'aime bien à le dire. C'est vrai qu'on me dira que je suis peut-être lourd sur la question, mais rappelons-nous ce qu'Ahmed Bakayoko a dit à Bonoa. Rappelons un peu les propos il de a feu dit, Ahmed Bakayoko. Il a dit, lorsqu'il est allé rencontrer les jeunes, nous les politiciens, lorsque nous faisons nos arrangements, vous n'êtes pas là. Et on a eu un exemple, il n'y a même pas encore une semaine. Il y a un parti politique qui a reçu 100 millions. On ne va pas refaire le débat. Non, je ne refais pas le débat, mais ça veut dire que quand on donnait les 100 millions, personne n'y était. Mais comme ça n'a pas marché entre eux, aujourd'hui, c'est sur la place publique. Ça a été expliqué par ce c'est pour dire que sortons de ces clivages-là. Prenons notre vie en main. Je me suis assis, j'étais en train d'écouter les gens. Et on va terminer. Oui, j'étais en train d'écouter les gens et je me suis dit, parce que moi j'étais à Boaké. Je me suis dit, mais il y a 22 ans quand même. Hein. Très bien. Il y a 22 ans quand même. Hein. 22 ans de perdu. 22 ans de gâchis. Très bien, merci beaucoup, Daouda. Herman Aboua, est-ce que vous avez le même postulat que vos amis sur ce plateau? Bien entendu, vous savez, quand on traverse, enfin on a vu toutes ces étapes-là. Il n'y a pas que 19 septembre 2022, avant ça il y a eu décembre 99, c'est là que je peux dire que tout est parti. Tout est parti. La Côte d'Ivoire qu'on connaissait, qui était un peu la population ivoirienne qu'on savait paisible et autres, à partir de cet instant, jusqu'à en 2011, et même on pourrait même dire les événements de 2020 qui nous prouvent qu'il y a forcément une certaine responsabilité des acteurs politiques qu'on doit appeler à cela. Moi, je pense qu'il faudrait que les acteurs politiques, tous ensemble, aient une démarche civilisée et une démarche responsable. Quand je dis civilisée, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de... ils doivent être patients. Je dis être patient. Ça veut dire quoi de patient pour eux? Vous avez un de votre partenaire politique qui est au pouvoir, votre adversaire politique qui est au pouvoir, ayez la patience, même s'il y a des frustrations, restez dans la légalité. Le chemin qui est conseillé, c'est de respecter le code électoral, faire des débats de façon démocratique jusqu'à ce que... Les débats d'idées. Et on surpasse le reste. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait que les éléments de langage même qu'on utilise, parce que c'est souvent ce qui blesse. Personne n'a envie de revivre tous ces moments-là que les Ivoiriens ont vécu. Et moi, personnellement, lorsqu'on devait aborder ce sujet, vous avez vu, j'étais très calme parce que c'est des choses qui font revenir des souvenirs douloureux. Des souvenirs assez douloureux. Et comme Daouda l'a dit, chaque Ivoirien ici a vécu un pan de l'histoire de ce que on a tous vécu. Donc il faudrait qu'on ait des attitudes de responsables. Et puis, bon, je pense que ça va aider. Élisée Bolobo, chaque Ivoirien a vécu donc une partie de cette journée difficile du 19 septembre 2002. Quelle est la leçon, Élisée? Le premier mot qui vous viendrait en tête, ce serait quoi déjà? Ensuite, votre regard pour les solutions. Déjà, je voudrais me féliciter en tout cas des interventions que nous avons suivies des populations. Et franchement, ça me fait chaud au cœur d'entendre tout ce que les Ivoiriens ont dit. Vous voyez, on a une population merveilleuse. Les Ivoiriens sont formidables. Malgré tout ce qu'ils ont subi, vous voyez, eux tous, à l'unanimité, ont évoqué la nécessité d'aller à la paix. À aucun moment, vous n'avez entendu dans les propos des uns et des autres la volonté ni des velléités de vouloir en découdre avec les auteurs ou ceux qui étaient à la base. C'est dire que les Ivoiriens savent à un moment, ils savent aujourd'hui où est leur intérêt. Leur intérêt va au-delà des partis pris politiques. Leur intérêt, c'est leur pays. Ils savent qu'ils sont, ils ont été au bord du gouffre, sinon même dans le gouffre. Dans le gouffre. Donc,
le fait d'en sortir, c'est une grâce de Dieu et ils pèsent le poids de cette grâce et ne veulent plus revenir sur ce chemin-là. Et je crois que c'est un message qu'ils envoient à l'endroit de la classe politique. Pour dire à la classe politique, si tant est que votre volonté, c'est de contribuer à notre bien-être, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est d'avoir une attitude et une posture de responsabilité qui ne s'engage pas dans les sillons et dans les voies des conflits ni de la violence. Et c'est le message qu'il donne et c'est très clair. Et je veux aller plus loin pour dire même au-delà des partis politiques aux Ivoiriens. Vous savez, on peut compter le nombre des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. On peut les compter et on peut même les mettre dans ce studio. Ils ne rempliront pas ce studio. Ils ne sont pas donc plus nombreux que nous les Ivoiriens, que nous la population. Donc ils ne peuvent pas nous imposer leur dictat. À un moment donné, qu'ils lancent leur mot d'ordre là, si ça ne va pas dans le sens de ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'apaisement, il faut que nous on leur dise qu'ils aillent faire leur mouvement seuls. Nous, ça ne nous intéresse pas. Il faut que les populations commencent à désavouer les hommes politiques. Il faut politiques. aujourd'hui que la société civile ivoirienne, que les populations ivoiriennes comprennent que si c'est vrai que le pouvoir est incarné par des personnes, ou bien que la force, ou bien la responsabilité politique est incarnée par des personnes, mais le réel pouvoir, le pouvoir en tant que tel, dans son essence, appartient à la population. Et c'est à la population de dicter ce que nous voulons que notre pays devienne. Ce n'est pas aux hommes politiques de nous envoyer sur les chantiers qu'ils veulent. Tant qu'ils seront dans la voie qu'on veut, c'est-à-dire une politique ou bien des débats civilisés, il n'y a aucun problème. Mais s'ils sortent de ce carnaval-là, il faut qu'on leur rappelle à l'ordre et qu'on les mette hors jeu. Très bien. Daouda Coulibaly, est-ce que vous avez l'impression, au fur et à mesure donc, que les années passent, que les Ivoiriens ne sont plus prêts justement à suivre des appels et mots d'ordre qui pourraient mettre à mal la stabilité politique de notre pays, sociopolitique? Je ne dirais pas totalement. Je ne dirais pas totalement parce que c'est un peu mitigé. Mais là, selon qu'on appelle ça, mon petit... Votre petit regard. Mon petit regard et qu'on appelle ça, la poignée de personnes que je vois, ça et là, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire en tout cas. On n'a pas bougé, on n'a pas changé. Si, on a beaucoup bougé. Oui. Je veux dire, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui ont envie de changer de paradigme. Ils veulent aller de l'avant. Ils veulent avoir de l'emploi. Leurs besoins ont changé. Vous parlez de qui alors? Maintenant, en fait, je vais parler des illuminés politiques. C'est-à-dire? Les illuminés politiques, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. Mais, Christelle, allez-y faire un tour. Vous serez subjugués de voir des personnes se dire oui, je suis influenceur, passer leur temps à appeler à la haine, appeler à un hypothétique match retour en Côte d'Ivoire. Match retour? Oui, match retour. Parce qu'ils espèrent C'était quoi le match aller? Mais le match aller, ils estiment que le 2010 c'était le match aller. Parce que 2002 ne leur a pas suffi, 2010 n'a pas suffi. Donc il faut qu'il y ait 2025. Mais allez-y sur les réseaux sociaux. Ils appellent les gens à prendre la machette. Ils appellent les gens à prendre les armes. Ils appellent les gens à faire ceci, à faire cela. Mais franchement, quand tu écoutes, mais Christelle, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Ce sont des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Mais quand tu fais un profilage, tu te rends compte que les 3/4 d'entre eux vivent dans des 12 mètres carrés en France, en Hollande, en Belgique, et ceci et cela. Franchement, j'aimerais dire à nos frères qui sont outre-Atlantique, si vous voulez brûler la Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire et venez le brûler. Mais il y aura des gens pour faire face à vous, pour vous empêcher de brûler ce pays-là. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas, ça c'est clair. Marius, comment justement faire en sorte que tout le monde soit aligné sur la même fréquence? La fréquence de la paix, du dialogue. Parce qu'en définitive, cette nation, cette terre des Burnis, on l'a trouvée, hein, et on la laissera pour partir. Et même que vous ayez dirigé le pays ou pas, un jour, vous partirez. Comment faire pour que tous les Ivoiriens puissent se dire la paix devient notre religion et y tiennent fortement, Marius? Il faut tout simplement s'aligner sur ce qui se passe à l'international. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'y passe? Quand on regarde en Europe aujourd'hui, les questions de prise d'armes pour l'accession au pouvoir ne relèvent plus de leur vision politique. Et pourtant, les joutes électorales là-bas sont très animées, très tendues, avec des propos souvent désobligeants, inconvénients, discourtois entre candidats. Mais n'empêche que l'essentiel reste la République. D'ailleurs, quand il s'agit des républiques, tout le monde est d'accord pour aller avec la République. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher pour la chapelle politique, eh bien, on se retrouve dans nos camps politiques. Et on mène la lutte, mais tout cela pour le développement du pays. Ici, ôte-toi que je m'y mette, avec d'ailleurs souvent l'encouragement et le soutien de ceux qui incarnent la démocratie dans leur pays.
pour certains. Et ça, il faut que nous l'apprenions clairement. Et qu'en Afrique, les Africains comprennent que la nécessité de construire leurs États, de donner un cadre, de la force, un bien-être social à leur population, de leur accorder de l'eau potable, de leur envoyer l'électricité, de construire des écoles pour l'éducation de leurs enfants, avoir un système éducatif assez bien construit, bien développé. Et ça doit être notre préoccupation, nous qui traînons encore le pied du développement. Très bien. Et donc, pour nous, il est tout à fait indiqué que la question relative justement au dialogue devrait être la base de la chose politique entre les différents adversaires politiques. Élisée Boloube, comment mettre le développement au cœur des débats et faire en sorte que justement, même quand la situation est tendue, personne ne puisse penser à autre chose qu'au bien-être de la terre? Élisée. Moi, je pense déjà que, pour moi, l'élément fondamental et essentiel, c'est la formation à la citoyenneté. Quand les populations seront formées à la citoyenneté, c'est qu'un citoyen d'abord. Quand on sera tous formés et qu'on comprendra c'est quoi être un citoyen, pour moi, on aura déjà commencé à résoudre le problème. Ça, c'est déjà important pour les populations. Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un citoyen? Oui, la citoyenneté, c'est quoi? Ça dit que la République, les valeurs qui incarnent une République, c'est quoi la citoyenneté? Si on arrive à inculquer ces notions-là, et d'ailleurs, souvent je me pose la question, si chaque Ivoirien pouvait chaque matin faire l'exercice de mettre sous ses yeux l'hymne national de Côte d'Ivoire et prendre phrase par phrase, je vous assure qu'il y a des attitudes qu'on n'aurait plus jamais. Donc, bâtir un Ivoirien nouveau avec de la formation. Je vous assure. Souvent, je m'assois, je me dis, mais je pense objectivement qu'il n'y a pas, ça vraiment, peut-être je vais être chauvin, mais qu'il n'y a pas un hymne national qui soit aussi fort en termes de valeur, en termes de parole, que l'hymne national ivoirien. Chaque phrase a une profondeur, si bien que je me demande d'où ceux qui ont écrit ça ont tiré l'inspiration. Forcément ça veut tout dire. Et chaque matin, c'est exercice à chaque Ivoirien doit faire. Ça va nous inculquer la notion de la citoyenneté. Quelle phrase, par exemple, Élisée Boloube, qui devrait nous dire attention, cette terre-là est sacrée, il faut faire attention? Mais chaque phrase, je ne peux même pas sortir une seule phrase de tout. C'est-à-dire tout l'hymne national même. C'est-à-dire chacune des phrases a une valeur. Ça, c'est déjà la première chose. Mais deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on arrive à bâtir une société où, dans l'esprit des uns et des autres, on comprenne qu'on ne se réalisera que dans le travail et non pas par militantisme. Ça, il faut qu'on arrive à régler ça. C'est important. Ce n'est pas parce que je suis militant, ça veut dire que me réaliser socialement, là, ce n'est pas mon militantisme. Mais c'est parce que je travaille, c'est parce que je participe au développement du pays, parce que j'apporte une pierre, que je me réalise, parce que je suis formé, parce que j'ai de la connaissance, que je vais me réaliser. Il faut faire changer les choses à ce niveau-là. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, dans la mentalité populaire, il faut que je sois actif dans un parti politique. Je me batte, le parti prenne le pouvoir, et là on a le gâteau, on se le partage et on vit aisément. Me réaliser donc, c'est me battre pour être au premier plan d'un parti politique. Non, mais pas du tout. Pas du tout. On se réalise sur la base du travail. La seule chose qui a droit de citer, c'est le travail. Et tant qu'on travaillera, on se réalisera. Mais c'est pas parce qu'on est militant d'un parti politique, mais c'est pas parce qu'on est élevé en dignité d'un parti politique qu'on va s'assurer un lendemain meilleur. Ou bien. Ça, c'est des paradigmes qui, pour moi, il faut changer carrément. Voilà donc la citoyenneté. Et puis créer vraiment une mentalité où seul le travail paye. Et c'est le travail qui permet de se réaliser. Herman Aboua, nous avons cette merveilleuse phrase dans notre hymne national. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Mais le pays ne nous appelle-t-il pas aussi à faire en sorte que nos institutions soient fortes et qu'on respecte leurs mots, Herman? Oui, mais la force d'une institution, c'est justement comment est-ce que les uns et les autres interprètent les pas que ceux qui sont les garants de cette institution-là posent. Moi, je pense que c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la paix, on peut avoir des mots très embellis pour l'évoquer, parce qu'il s'agit de la paix, mais la paix, ça se construit. La paix, ça se construit par le respect des adversaires, par l'écoute aussi des adversaires. C'est vrai qu'on recherche aussi un respect mutuel. Oui, un respect mutuel. Et puis, c'est quoi? Lorsque le partage des fruits de nos richesses et autres, le partage doit être équitable. La paix qu'on recherche, et lorsque les gens, ils sont plus épanouis, ils n'ont plus de problèmes sociaux,
ou bien sociétaux, c'est en ce moment qu'ils ont la paix. Parce que qu'est-ce qui amène les gens à murmurer? C'est lorsque le poids du quotidien pèse sur les populations par un certain déficit de moyens. Les gens ne perçoivent pas vraiment dans leur quotidien comment est-ce que ce développement-là, ces richesses qu'on engrange, c'est tout cela qui crée des frustrations. Donc la paix aussi se construit, c'est vrai, par la responsabilité, par la contribution des populations, mais surtout par la démarche de celui qui gère le pouvoir. Donc de part et d'autre, nous avons tous et toute notre part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays. Et nous croyons, en tout cas au travers de cette thématique portée ce jour par nos amis sur le plateau, faire en sorte que 2025 soit très paisible et que, voilà, comme une lettre à la poste, les élections s'y passent, s'y déroulent et que les Ivoiriens continuent à vaquer à leurs occupations avec celui qui sera élu président de la République. En messieurs, je vous demande maintenant de pouvoir réagir sur un sujet également politique. On va donc parler de la case verte, le PDCI-RDA. Le PDCI, donc, qui, par la voix de son porte-parole, a tenu une conférence de presse jeudi, aujourd'hui donc, 19 septembre, pour donner des nouvelles, voilà, de la santé du parti. Quelques morceaux choisis que vous allez vous faire le plaisir de décrypter. Alors, le porte-parole, Brindoumi, disait ceci: tous ceux qui veulent être candidats à la Convention le seront, même s'il faut faire des exceptions. Secondairement, il dit: nous ne sommes pas contre les alliances, mais on ne peut pas sacrifier nos valeurs pour des alliances. Et enfin, un mot très rassurant, il dit quelque chose de très important, surtout en ce jour: le PDCI n'est pas un parti d'insurrection. Élisée Bolobe, comment est-ce que vous appréciez donc la sortie du porte-parole Brindoumi en ces mots choisis? Oui, pour être honnête, je pense que Brindoumi, même si on ne sait pas, je vais dire, on n'a pas communiqué nos pensées, mais je pense qu'il dit un peu ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Tout à fait. Quand on était en train de dire ce que le pays doit être en réalité, il dit des choses qui pour moi sont importantes. Le PDCI n'est pas un parti d'insurrection. Et je pense que tout parti, en réalité, ne doit pas être un parti d'insurrection. En réalité, voilà, ça c'est vraiment... Parce que je pense que l'objectif d'un parti, c'est la prise du pouvoir par des voies légales, voilà, par des voies constitutionnelles. Donc l'appel à une insurrection, ce n'est pas une voie légale. Et je crois que ce n'est pas le rôle d'un parti. Je pense qu'il le mentionne à juste titre. Parce que vous savez que depuis quelque temps, surtout après la sortie du président Thiam, le président Thiam, lorsqu'il disait qu'il ne peut pas mettre un serpent, il va faire une alliance et puis mettre un serpent dans son pantalon et autres, tout ça. Et on a vu tout ce que ça a suscité comme débat dans l'opinion publique et surtout dans la sphère politique, avec certains qui l'ont traité de tous les noms et autres, tout ça. Donc je crois qu'il vient ici encore réaffirmer et marteler encore que le PDCI reste un parti, voilà, qui n'est pas un parti d'insurrection, c'est un parti qui est un parti légaliste, c'est un parti qui s'est inscrit dans une dynamique de dialogue, de régler ses problèmes en tenant compte des règles et des tests qui existent dans un État. Et je crois que c'est ce que tout parti devait faire en réalité. Donc je salue en tout cas cette sortie de M. Brindoumi. La question des alliances sur les valeurs, c'est vrai que je ne suis pas au PDCI, je ne connais pas toutes les valeurs qui incarnent le PDCI, mais je pense que l'une des valeurs fondamentales qui incarne le PDCI, c'est le dialogue. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, c'est une manière de dire qu'ils ne peuvent pas rompre cette valeur-là, voilà, ça veut dire même si on n'est pas d'accord avec les personnes en face, on va résoudre nos questions par la voie du dialogue. Daouda Coulibaly, il dit aussi que tous ceux qui veulent être candidats à la Convention le seront, même s'il faut faire des exceptions. Quand on sait bien que les récriminations de Billon, on en parlait hier ici, qui parlait donc d'un hypothétique congrès qui n'avait pas encore lieu. Daouda? Bon, en ce qui concerne cette sortie, je pense que là, M. Brindoumi vient répondre clairement aux inquiétudes de M. Billon. Il vient le rassurer? Il vient le rassurer, mais bon, concrètement, en le rassurant, quand pour ceux qui ont lu l'interview de M. Billon, il a dit qu'il fallait avoir un congrès pour mettre les choses en place, tout et tout, congrès qui n'a pas eu lieu. Tout ça. Donc pour lui, si aujourd'hui il n'y a pas de congrès qu'on veut aller à la convention, c'est un peu comme s'il y avait... C'était biaisé. C'était un peu biaisé. Mais je pense que quand M. Brindoumi le rassure en la matière pour dire qu'il y aura, comment on appelle ça? Une convention. Moi je pense que c'est déjà une bonne chose parce qu'aujourd'hui en la matière, j'estime que M. Tidiane Thiam ne peut pas aujourd'hui se défaire d'un homme comme Jean-Louis Billon. C'est-à-dire quoi se défaire? Il peut pas, je ne dirais pas qu'il est indispensable, mais dans cette période charnière de la vie politique, se défaire d'un homme comme Jean-Louis Billon, ce serait
ça peut être en fait comme un caillou dans la chaussure. Pourquoi est-ce que je dis cela? Dans un premier temps, Jean-Louis Billon est élu à Dabakala. Voilà. Et il est délégué de la partie nord du pays. La partie nord du pays que le PDCI veut percer. Or, si aujourd'hui tu te défais de lui là-bas, c'est un manque à gagner, première chose. La deuxième chose, c'est que Jean-Louis Billon, avec Sifka, est le premier employeur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Après l'État. Après l'État. Donc, vous dites qu'il embauche plus de 30 à 40 000 personnes. Est-ce que tu peux te défaire de lui? Il y a une influence. Il y a quand même une influence. Donc moi, je me dis, Dieu merci, M. Bredoumi l'a rassuré, c'est bien. Maintenant qu'il mette les conditions pour qu'il puisse aller à la convention et voter et que le meilleur gagne. Herman, votre regard sur la question? Bon, moi, sur la question concernant Jean-Louis Billon, moi, je pense que là-dessus, les inquiétudes que Jean-Louis Billon a fait remarquer concernant l'envie d'aller au choix d'un candidat du PDCI à la présidence de la République sans passer par la convention, je pense que c'est levé. Moi, je pense que les propos de Brendoumi, qui est le porte-parole du PDCI-RDA, ont été très clairs, sont rassurants. C'est pour dire que le jeu va se faire comme on sait le faire au niveau du PDCI-RDA. Il ne faudrait pas s'inquiéter. Si les gens ont des velléités de candidature, doivent pouvoir s'apprêter et puis venir à la convention. Sur la question, il ne doit pas y avoir de débat. Du moment où Jean-Louis Billon lui-même, il n'est pas dans une fronde, je veux dire, fratricide avec ses camarades du PDCI. C'est le jeu politique. Mais moi, dans la conférence de presse de Brendoumi, il y a quand même d'autres sujets qui m'ont intéressé. Lesquels? Il a parlé de, qu'on appelle, le fait que le PDCI-RDA a voté 3 fois contre, sur 17 tests, 17 projets de loi, le PDCI a voté contre 3 fois. Il est revenu sur ces projets de loi. Il y a d'abord le projet de loi qui porte politique nationale d'endettement et de gestion de la dette. Vous savez, on a beaucoup parlé de la dette. Oui. Comment est-ce que le pouvoir, le gouvernement ivoirien gère la dette? Là-dessus, le PDCI-RDA a voté contre. Le projet de loi qui modifie la loi portant code pénal, notamment sur l'article à polémique, l'article 185. Vous savez bien que les partis de l'opposition estiment qu'il y a quand même des germes à vouloir ostraciser les populations, à peut-être supprimer, empêcher, bâillonner les populations, notamment dans leur droit à la liberté d'expression. Il a voté contre. Le dernier projet de loi, c'est notamment, il indique que conformément à la loi, la CEI doit organiser la révision de la liste électorale chaque année. Et ils font, au niveau du PDCI, ils font le constat qu'en 2022, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. En 2023, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Il a même parlé des 630 CEI locales. Il estime que sur les 630 CEI locales, il ne dit même pas le RHDP, il dit le RDR a plus de 620 présidents de CEI locales. Et ça ne sert pas de matière, selon le PDCI-RDA, à permettre des élections équitables, transparentes. Voici des questions qui peuvent constituer des préalables dans les prochains débats. Et ça, je pense bien que si le PDCI le porte ainsi, ça veut dire qu'il se prépare à travailler là-dessus. Est-ce qu'il prévoit justement une table de discussion justement avec le parti au pouvoir? Mais bien entendu, si un parti politique estime que le jeu qui doit aboutir aux élections ne sera pas transparent, bien entendu, ce parti politique-là va chercher à affûter des armes, et pas des armes, c'est une image que je prends. C'est très important de le préciser en ce jour. Va affûter ces armes pour pouvoir trouver, faire en sorte à mener le pouvoir en place, ou bien les personnes qui gèrent ces questions-là, à trouver une solution pour que le jeu soit équitable. Marius Komoé, alors on peut comprendre que les candidatures en vue de choisir celui qui va porter donc l'effigie du PDCI-RDA au présidentiel, les candidatures seront donc ouvertes en fonction des propos de M. Brendoumi. Si tel était le cas, pensez-vous que Jean-Louis Billon aurait des chances d'avoir la caution du parti? Mais pourquoi pas? C'est un cadre du parti qui a quand même... Et tous les autres, il n'y a pas que lui, il y a d'autres candidats. Sûr, mais je parle de lui pour la victoire, vous parlez de lui, et donc je suppose que M. Jean-Louis Billon a quand même un parcours dans ce pays. Et Daouda le disait tantôt, il est
celui-là même qui embauche, qui emploie le plus au niveau des hommes d'affaires, au niveau des opérateurs économiques au plan national, après l'État. Et au-delà de cet aspect des choses, il a quand même été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il a occupé toutes les fonctions, chef d'entreprise, il a été gouvernant, il a été ministre de la République, il a été député, il a été maire. Vous pensez qu'il aurait la carrure au niveau du PDCI? Mais bien sûr, c'est quelqu'un qui a fait son parcours. Et puis quand même, c'est Jean-Louis Billon, c'est M. Jean-Louis Billon. N'empêche que c'est les militants, pour ne pas dire les instances de décision du parti qui décideront en dernier ressort de qui a le meilleur profil pour présider aux destinées du parti et aller en même temps pour les élections de 2025 pour le compte du parti. Et je pense que M. Jean-Louis Billon a toute la carrure pour représenter le parti. D'ailleurs, le PDCI a plusieurs cadres. En dehors, vous avez Akossi Benjo, vous avez Jean-Louis Billon, vous avez Abi Raoul, Thierry Tano et consorts. Donc le PDCI regorge de véritables cadres. D'ailleurs, la vague de cadres qui est partie au RHDP n'a pas empêché le PDCI de continuer à vivre en disposant encore de meilleurs cadres capables d'apporter justement leurs compétences à la construction de la nation par l'exercice du pouvoir d'État. Très bien. Alors, c'est le plus vieux parti. Il nous reste 2 minutes. On va la partager entre Élysée et Daouda. Il est resté constant dans sa vision de briguer un jour l'échiquier présidentiel, Élysée Bouloubeu. Oui, je pense qu'il avait déjà manifesté ça depuis même du vivant du président Bédié, où il avait dit qu'il souhaitait en tout cas être candidat à la candidature pour la présidentielle de la République. Il a dit, bon, j'ai écouté Marius attentivement. Bon, il faut dire qu'il y a 2 choses que je ne comprenais pas, justement, pour lesquelles je voulais plus de précision. Mais là, parce que je vois pas. Oui, non, je comprends. 30 secondes je comprends. Parce que je ne vois pas vraiment le lien entre le fait qu'il soit le plus grand employeur de Côte d'Ivoire et puis briguer la présidence au niveau du PDCI. Ce n'est pas les gens de CIFCA. Voilà, ce n'est pas les employés de CIFCA qui sont votés au PDCI. Voilà, donc ça, je ne voyais pas trop. Mais je pense qu'il est un cadre, effectivement, du parti. Mais en plus, moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la marée Vetiam, ça sera difficile quand même qu'il puisse battre Thiam. Voilà, à la candidature, à la présidence. Très bien. À la présidentielle. Alors, rapidement. C'est vous qui avez commencé cette histoire de Oui, je sais, mais en fait, ce que je veux dire très rapidement, oui. c'est que, en même temps qu'on dit tout ça, même si mon grand frère Marius Komo est en train de dire Billon, je cours, c'est qu'il faut que Billon aussi se mette à la tâche. J'avais été interrogé sur Billon. Oui, en vérité, il faut qu'il sache que il doit commencer à participer à la vie du PDCI. Très bien. Parce que, oui, il doit commencer à participer. Là, il participe pas à rien. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes toujours en compagnie de nos amis Élysée Bouloubeu, Herman Aboua, Daouda Coulibaly, Marius Komoé. Et nous allons maintenant avoir les regards dirigés vers la CPI, la Cour pénale internationale, qui a annoncé qu'elle fermera son bureau à Abidjan en 2025, tout en continuant d'enquêter sur les crimes commis pendant les crises des années 2002 et 2010. Il faut rappeler que ces enquêtes-là avaient abouti au procès de l'ex-président. L'enquête de 2011 avait donc abouti au procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Tous les deux, on se le souvient, avaient été définitivement acquittés par la Cour pénale en mars 2021. Jusqu'à présent, le bureau de la Côte d'Ivoire avait mené plusieurs activités de sensibilisation et en parallèle, comme je disais tout à l'heure, le bureau continuera ses enquêtes. Élysée Bouloubeu, pourquoi, revenons un peu donc sur les raisons, pourquoi la CPI ferme-t-elle son bureau en Côte d'Ivoire? Bon, selon l'article de presse, les raisons en profondeur n'ont pas été évoquées, juste que la CPI a rencontré les autorités ivoiriennes à qui elle a signifié qu'elle comptait fermer son bureau. Donc, disons, suspendre sa présence physique en Côte d'Ivoire au courant de l'année 2025. Les raisons profondes, on peut aisément imaginer que c'est dû au fait que, je veux dire, le premier volet de l'enquête, parce que l'enquête est à 2 volets, le premier volet de l'enquête s'est achevé et c'est ce qui avait conduit effectivement à l'incarcération jugement de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il y a un second volet de l'enquête qui est censé prendre fin en 2025, donc avec des conclusions, mais ce second volet s'intéressait bien évidemment à plutôt des proches, je veux dire, du régime en place. C'est-à-dire que des gens qui ont été considérés comme ayant pris fait et cause pour le régime en place dans les successives crises. Donc ce deuxième volet, on doit pouvoir avoir les résultats de cette enquête-là, probablement, disons, courant 2025. Mais j'estime pour ma part que c'est dû quelque part au fait que
le chef de l'État ivoirien, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années en arrière, avait déjà fait savoir son intention de ne plus permettre qu'un Ivoirien soit déporté à la CPI. Et il avait fait savoir ça, en tout cas, il avait dit dans une interview officiellement, je crois qu'après, il y a eu une notification claire de l'État à l'endroit de la CPI pour leur dire qu'on ne comptait plus vraiment donner suite à une demande de recevoir un Ivoirien pour un jugement là-bas. J'estime pour ma part que certainement c'est un prélude à cela, que la CPI, jugeant que c'était plus la peine de dépenser de l'argent et maintenant un bureau ici du personnel, il faudrait peut-être de replier, surtout que les enquêtes qui sont en cours, je pense en grande partie ont été plus ou moins achevées. Ce qui reste à faire, c'est juste des collaborations et je pense qu'ils ont certainement des ficelles pour pouvoir avoir ces informations recherchées. Et ceci étant, ils estiment plus nécessaire de rester là, maintenir un bureau avec du personnel et dépenser de l'argent. Herman, j'aimerais que vous puissiez réagir à la réaction donc, du gouvernement. Si le bureau de la CPI estime qu'il a fini sa mission et qu'il doit fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'était les propos du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. Cela montre bien, il continue de dire que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris le relais. Comment est-ce que vous appréciez ceci? Heureusement que cette fermeture de bureau de la CPI, c'est le greffe qui ferme. Cela ne veut rien dire que les procédures et les enquêtes concernant le deuxième volet, comme Olivier a précisé, s'arrêtent. Et moi, à la réponse du ministre porte-parole du gouvernement, je voudrais bien adjoindre les propos des organisateurs même des mouvements des droits de l'homme. Le MIDH qui dit, par exemple, qui a bien pu tuer les 3000 victimes de la crise de 2010. Alors, si on ferme ce volet du moment où les premiers principaux accusés du premier volet de l'enquête ont été acquittés totalement. Et il y a un autre mouvement, la Lido par exemple, qui estime qu'il y a un manque de communication et de pédagogie de la part de la CPI qui semble mettre dos à dos les victimes. Moi, je pense qu'on a vu la célérité avec laquelle la CPI a pu, comment on appelle, assembler les documents pour porter le premier volet de l'enquête qui allait jusqu'à un procès. On a un procès qui s'est terminé dans lequel on n'a même pas pu écouter la partie de la défense, avec les témoins de la défense. Ça veut dire que la CPI a compris que c'était un dossier mal ficelé, puis certainement ce n'étaient pas les vrais coupables qui étaient là. Mais qui sont alors les coupables? Donc, la CPI doit pouvoir accélérer aussi pouvoir accélérer ce deuxième volet-là pour qu'on écoute l'autre partie qui est en conflit pour essayer de comment on appelle solder définitivement ce pan judiciaire que la CPI a même ouvert depuis 2011. Voilà. La CPI dit que les enquêtes se poursuivent en tout cas. Ça se poursuit, mais on va commencer le procès quand? Et quelles sont les personnes qui sont mises en cause? Voici les questions qui restent là. Daouda, j'aimerais avoir votre regard sur cette question. La fermeture de ce bureau, ici à Abidjan, les enquêtes qui continuent. Herman a posé la question, le procès commencera quand? Comment est-ce que vous réagissez à cela, Daouda? Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de les procès commenceront quand. Les procès ne vont pas commencer, ça c'est sûr et certain. Tu ne souhaites pas ou ça ne va pas commencer? Il va terminer. Vous n'avez pas la parole, Herman Aboua. Daouda, parce que quand on s'informe un peu, on se rend compte que dans les prérogatives de la CPI n'a pas de moyens de coercition. La CPI, en fait, collabore avec les États. Et en la matière, je pense que le président de la République a été clair. Il a dit que plus personne, plus aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Je pense que si on avait bien écouté, il avait déjà dit. Donc, aujourd'hui, la CPI, quand elle part, c'est que déjà, il y a un premier temps, il y a une question de restriction budgétaire. C'est la première raison. C'est la première cause, oui. La première cause pour laquelle elle repart. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on veut rester. Et finalement, le commandant en chef de ce pays-là te dit qu'il n'enverra plus personne là-bas. Or, tu n'as même pas les moyens de venir prendre quelqu'un. Donc, moi, je ne sais pas où le procès il y aura. Mais au-delà de tout ça, le fait que la CPI parte, ça révèle à moi quelque chose de très important. C'est que notre justice marche. Comme l'a dit, vous êtes d'accord avec le porte-parole du gouvernement? Elle peut avoir des défaillances. Non, pas que je suis d'accord. Donc, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Elle peut avoir des défaillances. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice ivoirienne marche, oui ou non? Elle marche. Est-ce qu'elle arrive à juger des gens
bien ou moins bien, ça se fait. Donc pour moi, la CPI n'a plus de raison d'être là parce que tous ceux qui ont été coupables de crimes de guerre, de crimes de sang en Côte d'Ivoire, ont été, à part Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ont été jugés ici en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il n'y a pas de raison qui reste. Marius Komoué, réaction. Déjà, allons sur le point de restriction budgétaire. En 2025, le Fonds au profit des victimes donc, achèvera son programme d'assistance qui a touché près de 8000 personnes. Donc 8000 personnes ont été donc assistées financièrement par la Cour. Alors, compte tenu de l'examen stratégique de certaines situations menées par le greffe, l'appui opérationnel limité requis ne justifie plus qu'une présence soit maintenue sur le terrain à Abidjan. Ça, c'est un justificatif que nous ne soutenons point du tout quand on sait que la CPI est en perte de vitesse en Afrique et de légitimité d'ailleurs. La vague de pays qui aujourd'hui demandent leur retrait de la CPI n'a de cesse de s'allonger. Après donc le Burundi, on a eu le cas de l'Afrique du Sud. Par la suite, on a connu la Gambie. Elle est décriée en quelques points, en tout cas. Oui, parce que la CPI ne fait que juger les leaders et chefs d'État africains. Non, il n'y a pas que les chefs d'État africains. Mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, il n'y a pas de crime là-bas. Quand on voit ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, il n'y a pas de crime là-bas, de crimes contre l'humanité. Quand on va tuer des Palestiniens, ça aussi, ce n'est pas des êtres humains, on ne doit pas les protéger. Non, la CPI n'a pas qu'à regarder en Afrique. L'Afrique n'est pas forcément... C'est vrai que nous avons besoin d'une justice. Daouda le disait, tous ceux qui étaient impliqués et qui ont vu leur implication être démontrée lors d'un procès ont été en prison ici jusqu'à ce que le président de la République les gracie, pour certains. Et donc, il faut vraiment que l'on comprenne qu'à un certain moment, parce que pour nous, en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on se demande qui a tué les 3000 morts. Oui, c'est 3000 morts. La question reste toujours en Mais suspens. oui, ce n'est pas normal qu'on ait à juger des individus, parce que dans un conflit, il y a deux camps. Si un camp a été jugé, qu'on n'a rien trouvé dans ce camp, pourquoi on ne juge pas l'autre? Voilà, nous, notre problème. Parce que nous restons toujours dans une question de légitimité, de légalité, de justice. La justice, surtout la justice. Alors, si vous avez pris quelqu'un, vous l'avez envoyé, sinon des individus, vous les avez envoyés à un tribunal international, que ce tribunal n'a rien trouvé du tout contre ces individus au point de les avoir libérés, mais il faut chercher ailleurs. Voilà, et si la CPI ne veut pas chercher ailleurs, qu'elle veut plier bagage et rentrer, bon vent. La CPI dit quand même que les enquêtes se poursuivent pour ce qui s'est passé donc en 2002 et en 2010. On attend qu'on nous dise, la CPI nous dise qui sont les auteurs des morts, de nos 3000 morts et des nombreuses destructions de biens matériels connus à la fin de la crise ivoirienne. Élisée Boloube, nous avons donc, Marius Komoué disait tout à l'heure, que la CPI ne regarde que dans le camp des pays africains. C'est un correctif qu'il faut faire déjà, avant votre propos, Moi, je pense qu'il faut que, voilà, faut pas juste qu'on lance des paroles, parce que ça a donné après, en fait, l'impression qu'on est un peu dans du populisme. Il faut savoir comment fonctionne déjà la Cour, la CPI. La CPI, il y a des partis signataires qui ont ratifié, voilà, le traité de Rome, et donc il leur permet de pouvoir bénéficier de l'assistance de la CPI. Donc la CPI ne peut pas s'auto-saisir, aller dans un pays qui n'est pas signataire, voilà, de ce protocole-là. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas parce qu'il y a des meurtres ailleurs, où il y a des cas de violence ou bien de crimes contre l'humanité, que systématiquement la CPI est compétente. Pas du tout. Elle ne s'auto-saisit pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même en Côte d'Ivoire, il faut qu'on rappelle comment ça s'est passé. Voilà, en Côte d'Ivoire, pour que la CPI même ait compétence pour entrer en Côte d'Ivoire, il a fallu que l'État du Côte d'Ivoire ratifie ce protocole-là. Et ça a été fait pendant que l'ancien Premier ministre, encore ministre des Gardes des Sceaux, Aoussou. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc il faut déjà qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que très souvent on entend dire, mais les crimes se passent partout, on ne voit pas la CPI intervenir. Il faut savoir comment les juridictions internationales fonctionnent. Ça c'est déjà la première chose. Et dans le cas du conflit ivoire, s'il vous plaît, Marius. Élisée, avec votre permission, je voudrais juste dire, parce que ça ne plaît pas que l'Afrique. Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, la CPI s'est autosaisie, des enquêtes se poursuivent et il y a d'autres. Non, je donne les faits chiffres actuels. Après, on peut interpréter comme on veut. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, quand vous dites la CPI s'auto-saisit, Marius, ce que je suis en train de dire là, c'est pas. Non, voilà. Il va terminer. Ça veut dire,
Les juridictions internationales fonctionnent sur la base de tests. De textes, tout à fait. On ne se lève pas comme ça et puis on s'en va intervenir dans un pays par on a envie d'intervenir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut ça, au moins, on est ratifier. d'accord là-dessus. Personne n'a jamais dit ça. Voilà, ok. Non, c'est important quand même qu'on le dise parce qu'on est dans une télé, on est en train de parler à des Oui, téléspectateurs mais qui je n'ai comprennent jamais comment dit ça ça. fonctionne. Ça fait un. Deuxièmement, sur la question de la Côte d'Ivoire, je pense que tout à l'heure, en parlant, j'ai planté le décor. La CPI est formelle et claire là-dessus. L'enquête avait 2 volets. Il y a un premier volet de l'enquête qui a fait partie des personnes à la CPI. On a vu ce que ça donnait comme résultat. Il y a un second volet, la CPI est claire là-dessus. Elle ferme son bureau, mais ce second volet d'enquête-là se poursuit et les résultats sont essentiellement attendus en 2025. Tout à fait. Maintenant aussi, quand on dit ça là, ça ne veut pas dire quand on arrive à la conclusion de l'enquête de la CPI, ça veut dire forcément que les gens s'en vont à la CPI. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On prend une juridiction. Quand on dit qu'il y a une situation qui s'est passée, il y a une enquête. C'est l'enquête. Au terme de l'enquête qu'on juge la nécessité d'ouvrir un procès ou de ne pas ouvrir un procès. À l'heure actuelle des choses, là où nous en sommes, c'est que la CPI poursuit ses investigations concernant le second volet de l'enquête qui était en train de se mener en Côte d'Ivoire. Ça, c'est important qu'on le dise. Très bien. Herman, est-ce que vous croyez à la crédibilité donc, de l'institution quant aux résultats des enquêtes de 2002-2010 ? Moi, je soutiens Marcus Komwe sur la question dans les propos qu'il a tenus. La crédibilité de la CPI, on ne va pas faire de débat là-dessus. Non, du tout. C'est elle-même sa démarche qui a fait que les gens ont commencé à douter. Quelle démarche? Et je voudrais revenir un peu sur des choses que j'ai entendues ici que je trouve quand même graves. Allez-y. Lorsque Daouda se réjouit, par exemple, que le président Alassane Ouattara dit qu'il n'enverrait plus personne à la CPI, je trouve que c'est peut-être pas juste, parce qu'en réalité, la boîte de Pandore, là, c'est le président de la Côte d'Ivoire même qui l'a ouverte en envoyant des Ivoiriens à la CPI. Il faudrait qu'on précise là. Et quand il choisit maintenant qu'une partie a été jugée de ne plus faire partie d'autres personnes à la CPI, ça veut dire qu'il y a quand même un choix, certainement un choix de raison selon ses arguments, mais c'est un choix qui n'est pas forcément équitable. Mais pour revenir aussi à ce que Élysée a dit, mais les États ont ratifié. C'est vrai que la CPI intervient dans les États, les nations qui ont ratifié le texte. Qui ont ratifié. Mais alors pourquoi est-ce que nos États ratifient ces textes? Si du moment où c'est juste pour envoyer, comme il a dit, que les gens ne regardent que l'Afrique, pourquoi ceux-mêmes qui ont créé l'institution, ça ne les intéresse pas de pouvoir les ratifier? Ce sont eux qui ont créé l'institution. Maintenant, qu'est-ce que nos gouvernants gagnent à nous maintenir dans une institution que même les fondateurs ou même les précurseurs n'en veulent pas? Un additif oui, à Marie, ce qu'il dit. vous ajoutez, puis vous allez réagir. Aujourd'hui, en Russie, pourquoi la CPI veut poursuivre Poutine, qui n'est pas signataire, dont le pays n'est pas signataire des traités qui régissent son fonctionnement. Voilà, et sous d'autres cieux, la CPI est prompte à aller traquer des chefs d'État africains et des leaders africains, mais en Europe et dans d'autres contrées avec des puissances étrangères, eh bien la CPI demeure totalement amorphe. Très bien. Ramenons le sujet. Daouda, je sais que vous avez été, c'est vrai, interpellé par les propos d'Herman. Mais rapidement, on réagit sur ça et puis on continue. Allez-y. Non, mais avant de commencer, je voulais faire la précision sur est-ce qu'on peut parler sans être interrompu? Allez-y, Daouda. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire, Herman, à la vérité, quand je dis, je me réjouis parce que si on repart, parce que quand on repart dans les plaies béantes de 2010-2011, moi, ça me fait beaucoup de la peine, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de la crise de 2010-2011 comme si on sortait d'un dîner gala, en fait. Tout était fracturé en Côte d'Ivoire, Herman. Et je pense que tu es un témoin vivant de cela. Donc, à la vérité, nos institutions ne marchaient pas. La justice ne marchait pas. Rien ne fonctionnait. Donc, à un certain moment, quand un président comme Alassane Ouattara vient prendre le pouvoir, et qu'il redresse le pays, il l'amène à un certain niveau. Et qu'aujourd'hui, la CPI demande un autre concitoyen. Et que le président dit non, je n'enverrai plus personne à la CPI.
Nos juridictions sont en place, on peut les juger, il faut s'en réjouir. Mais malheureusement, à t'écouter, tu es tout le temps dans le déni, dans la négation, dans le passé. Herman, sors du passé et reviens. Herman, je ne t'ai pas interrompu. J'ai pris la peine de t'écouter religieusement. Attendez. Je pense que demandez-lui de retirer ses propos. Attendez, Herman. Sinon, je peux trouver des synonymes pour le qualifier. Herman, vous n'avez pas la parole. Alors, essayons d'avoir un débat simple. On parlait tout à l'heure de la paix en Côte d'Ivoire et je pense que ça commence par nous. Ça commence simplement par nous. Daouda, Herman estime que l'expression utilisée ne le sied pas. On retire et on avance. D'accord. Voilà. Si ça peut, Herman, comme ça te fait plaisir, le déni, là, je le retire. Voilà, et simplement. Et qu'on continue. Pour dire qu'aujourd'hui, estimons-nous heureux qu'aujourd'hui, le pays, en 14 ans, est quitté d'un point A pour se retrouver à un point B. C'est vrai, aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, nos attentes sont profondes. Et c'est légitime. Il reste beaucoup à faire. Je suis d'accord avec ça. Mais encore ramener des Ivoiriens. Aujourd'hui, on a encore des Ivoiriens qui sont en exil, qui ont envie de rentrer. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est aujourd'hui de voir M. Guillaume Kibafory-Soro en Côte d'Ivoire. Mon souhait le plus ardent, c'est pour voir tous ceux qui sont en exil revenir en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, vous voulez qu'on prenne d'autres Ivoiriens pour les envoyer à la CPI. C'est vrai, mais bon. J'aimerais, pour terminer, permettre à Marius Komoé, qui avait quand même quelques propos à dire depuis lors. Pour moi aujourd'hui, je pense qu'il faut oublier la CPI. Nous avons des gouvernants qui sont véritablement engagés pour la réconciliation et pour l'unité nationale. Je pense que nos institutions sont capables de tout gérer entre ici. Nous, Ivoiriens, entre leaders politiques, ils peuvent s'asseoir, trouver des solutions pour engager le pays sur la voie de son développement. On termine avec en faisant table rase sur le passé. Et j'espère qu'on termine sur une note positive, je vous en prie. Allons-y. Bon, je pense que les enfants s'amusent, les aînés avancent. Ce que je voudrais dire... on peut vous demander de retirer ça aussi. On va refaire une autre émission. Non, je retire alors. Retirez. Si ça peut lui faire plaisir, je retire. Oh là là, c'est terrible. Non, pas pour faire plaisir, mais vous retirez. Oui, si ça peut on termine, Herman. Ce que je veux dire, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on cherche par... c'est vrai qu'on a quitté nos points A pour arriver à un point B, mais il ne faudrait pas qu'on cherche à colorier avec nos graffitis propres à nous l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est tous témoins vivants, comme il le dit souvent, de la crise. Il n'a pas été le seul témoin vivant de la crise. Il faudrait qu'on tire les conclusions, les leçons de ces événements, ces moments douloureux et qu'on puisse avancer. Très bien. Merci beaucoup, Herman. Et tirer les leçons de ces événements et avancer surtout vers la paix. C'est ce qui est important pour nos populations de Côte d'Ivoire. Merci Herman, Élisée Boloube, Marius Komoé, Daouda Coulibaly. Merci également à vous. On se retrouve donc demain. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.